vous ne pouvez pas décider 2 ans, 3 ans avant de disqualifier un candidat, dire comment être péremptoire sur sa disqualification, pourtant vous ne faites partie ni de l'organe en charge d'étudier les dossiers de candidature, ni de l'organe en charge du contentieux en cas de contestation. Mais les gens étaient assez péremptoires. J'ai évoqué récemment cette sortie des GIE 2024 du ministre de l'administration territoriale qui avait demandé explicitement à Kamto d'attendre 2032. Pourtant, Kamto avait encore des options devant lui, au-delà de celle d'être investi par son propre parti. Il y avait l'option de la récolte de 300 signatures, il y avait l'option de ce qu'on a qualifié de parti Yango, mais ils étaient péremptoires. Alors, est-ce que de quels propos concourent vraiment à garantir la stabilité, la paix, le climat entre les différents acteurs? Et avant cela, vous avez une certaine militarisation qui est observée dans les grandes villes du Cameroun. Alors, la question est simple. On avait peur de quoi si les choses allaient se passer normalement? On redoutait quoi étant donné que les camps et la seule était jusque-là la seule institution à pouvoir statuer sur les dossiers de candidature. Et après, on a eu le Conseil constitutionnel qui est la seule institution à pouvoir statuer sur les dossiers de candidature, en tout cas sur les différentes requêtes, les différentes revendications. Pourquoi a-t-on militarisé si on ne préparait pas quelque chose? Et maintenant, après, vous vous retrouvez dans une situation où on confond pratiquement les motions de soutien populaire, même si elles sont non autorisées, ou alors des regroupements non autorisés, on confond cela à la révolte, à l'invasion, ou tout simplement, je ne sais pas trop, à l'insurrection. La note du préfet du Fundi n'interdisait pas les présences des citoyens lambda au Conseil constitutionnel. La note du préfet disait tout simplement vaquer à vos occupations. Donc ça veut dire que formellement, il n'y avait aucun acte. Et la loi également qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel en matière électorale, les audiences en matière électorale sont publiques. Alors, comment se fait-il donc que dans ce type de situation, on transforme plutôt la présence de certains citoyens qui viennent attendre le verdict, qui veulent venir même suivre les débats, ça se transforme plutôt en menace sur la paix ou la stabilité de notre pays, au point où on décide d'utiliser des moyens non conventionnels pour traquer les Camerounais. Je vais vous prendre le cas de ce jeune homme que j'ai rencontré au Conseil constitutionnel. J'arrive au Conseil constitutionnel avant d'entrer en salle au Palais des Congrès. Avec votre permission, je serai un peu rapide, Duval. On vous filtrait au niveau de l'entrée principale. Après l'entrée principale, arrivé au Palais des Congrès même, on vous filtrait et le protocole se chargeait de vous trouver une place. Ce n'est pas monsieur tout le monde, il ne revenait pas à chacun d'aller choisir sa place. C'est le protocole. Ça veut dire que si j'ai trouvé cet enfant, ce jeune homme, à l'intérieur de la salle d'audience, ça veut dire que, il a été filtré au niveau du grand portail, et après, il a été filtré à l'intérieur du Palais des Congrès, et il a été pris en charge par le protocole. Il est venu le premier jour. Le deuxième jour, je retrouve le petit, le jour où on devait prononcer le verdict final. Maintenant, dès que M. Atangana déclare la requête rejetée, tout le monde se lève, y compris Sachiroma Bakari. On sort de la salle. J'accorde quelques interviews. Maintenant, en rentrant, je vois comment le petit, je reconnais le petit qui descend à pied, je le porte. Je lui demande, tu vas de quel côté? Il me dit, de l'autre côté de la ville. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, je te dépose, ne serait-ce qu'au niveau du portail, tu vas te débrouiller à trouver un taxi. Je dépose le petit devant les hommes en tenue. Certains me reconnaissent, on sympathise. Je tourne le dos. Le petit m'écrit, je crois jeudi matin, jeudi, il m'écrit, il me dit, on vient de me libérer. Je lui demande, je viens de te libérer, que tu étais d'abord. C'est là qu'il me fait savoir que dès que je l'avais déposé, on l'a immédiatement appelé. Vous voyez, des situations pareilles ne sont pas à même de promouvoir la paix. Je vais vous raconter une autre situation rapidement. Il y a un militant du MRC ici à Douala. Il garde sa voiture quelque part du côté de Dédou. Alors,
une commissaire de police de la ville de Douala s'en va prendre une chambre à l'hôtel, accompagnée de certains éléments pour craquer ce militant. Et ils ont fait plusieurs jours pour chercher ce militant. Et pourquoi? Parce que des gens, dans leur esprit, ils se disaient que, à l'occasion du verdict qui allait être donné par le Conseil constitutionnel, Kamtou allait appeler au soulèvement et il fallait commencer à neutraliser les gens. Donc, ce sont en fait des actions préventives. Et vous voyez que lorsque ceux-là qui sont aux commandes de ce type d'action peuvent se mettre à donner des leçons de paix, on se dit tout simplement qu'on a affaire aux pompiers pyromanes. Et pour chuter Duval, il faut que des gens apprennent à être des professionnels de la politique. Un professionnel de la politique, c'est d'abord celui qui est animé par l'esprit de pacification, de sportisation des mœurs politiques. Du moment où des gens pensent que la politique, c'est la guerre, que le maintien de l'ordre, ce n'est pas pour venir encadrer l'expression des libertés publiques, la liberté de manifestation en l'occurrence, que c'est plutôt pour venir chercher ceux qui vont, d'une manière ou d'une autre, défier les autres politiquement. Et lorsqu'on utilise même la force dans le cadre du maintien de l'ordre, ce sont dans des situations de nécessité absolue. Nécessité absolue, ça veut dire qu'il y a eu un débordement qui ne peut pas facilement être maîtrisé de manière pacifique. Et lorsqu'on utilise la force, c'est de manière proportionnelle. Vous ne pouvez pas voir des enfants en train de chanter à plus de 500 km du lieu où se tiennent les audiences, et ils ne sont même pas assez nombreux, ils ne sont pas armés, ils ne présentent aucune motivation de vouloir faire dégénérer la situation. Vous décidez de les prendre pour les amener au tribunal militaire. Il faut tenir compte des familles de ces enfants, il faut tenir compte des proches de ces enfants, il faut tenir compte même de la psychologie de ces enfants que vous avez arrêtés pour rien. Alors, ici où il parle des acteurs politiques, il dit les acteurs politiques qui prétendent respecter les institutions doivent commencer par respecter celui qui les incarne. En effet, un député aux abois, exclu récemment d'un parti politique, tient régulièrement des propos désobligeants à l'endroit du président de la République. Je crois qu'à l'époque, il parlait du président national du PCRN, l'honorable Cabral Libi. Plus loin, il dit par conséquent, le MINAD met en garde les acteurs politiques hantés par les démons de la déstabilisation. Ceux-ci seront traqués où qu'ils se trouvent et traduits devant les instances judiciaires selon la gravité de leurs faits. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Et puis, il y a quand même cette autre sortie. Je vais traquer tous ceux qui publient certaines informations sur les réseaux sociaux. En 2018, j'avais arrêté plus de 500 personnes et leurs parents sont venus pleurer devant moi pour que je les libère. Cette fois-ci, je n'aurai pas pitié. Même les journalistes qui organisent les débats sur les chaînes de télévision, je vais les traquer avec leurs panélistes quand la ligne rouge sera franchie. Duval veut me poser une question d'une pertinence légendaire. Hein. Bon, mais avant de répondre spécifiquement à cette question, permettez-moi de saluer d'abord mes co-discutants de ce dimanche. Et surtout, permettez-moi de saluer tous les compatriotes qui militent pour la tenue d'une élection présidentielle paisible et démocratique dans notre pays en 2025. Cela dit, je reviens sur la question que vous m'avez posée. Duval, le mot paix revient tout le temps dans les discours de nos dirigeants. La paix revient toujours dans les discours des membres de l'ordre gouvernant de 82. Lorsque vous suivez les discours du président Paul Biya lui-même, il insiste toujours sur la notion de paix. Et je me souviens qu'il y a quelques années, il avait déclaré qu'il aimerait, à la fin de sa vie, entrer dans l'histoire politique de son pays, comme ce président-là, qui a laissé la démocratie, la prospérité et la paix à son pays. Une interview à Radio Monte Carlo, une interview réalisée par Yves Morosi. Tout à fait. Donc le président Biya, il faut le dire, il faut le reconnaître, a toujours insisté sur la notion de paix.
Mais curieusement, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, lorsque nous voyons les agissements de certains de ses collaborateurs, parce que ce n'est pas tous qui sont dans la même posture, lorsque nous analysons, lorsque nous observons, lorsque nous faisons l'exégèse de certains comportements de certains de ses collaborateurs, on a l'impression qu'il y a des gens qui rament à contre-courant de la pensée profonde du président de la République. Parce que justement, vous me demandez que de quel côté se trouvent ceux qui fragilisent la paix. Je peux vous dire de manière péremptoire que c'est beaucoup plus du côté du pouvoir. Je ne comprends pas cette posture. Tout à l'heure, vous parliez des arrestations et des gardes à vue abusifs qui ont eu lieu le jour de la proclamation ou alors du verdict, du grand verdict concernant la candidature du candidat du Manière. Je dis que c'est totalement inadmissible dans un pays où les gens prônent la démocratie. Parce qu'en réalité, s'il y a quelque chose qui est cher aujourd'hui au Cameroun, c'est effectivement la paix. Parce que la paix, c'est l'ingrédient essentiel qui permet à une nation de se développer. Et qu'est-ce qui constitue, j'allais dire, les exigences de la paix? Qu'est-ce qui nourrit la paix dans un pays? Ce qui nourrit la paix, c'est l'amour entre les citoyens. C'est le respect de la loi. C'est le droit, le respect du droit. C'est le respect de la justice. Et justement, il faut que chaque citoyen, à quelque niveau qu'il se trouve, adopte une posture pour éviter des comportements qui vont fragiliser la paix. Malheureusement, lorsque vous faites le recensement des discours de certains responsables de ce pays, notamment les responsables du côté des décideurs, vous avez l'impression que les discours qui sortent tous les jours, c'est des discours qui ont pour objet de fragiliser la paix. Et c'est ça qui est déplorable. Moi, je dis, vous avez parlé par exemple des échanges que le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, par ailleurs, président du comité stratégique de la candidature du président Biya, de la campagne du président Biya. Je vous dis, le mot paix revient. Le mot paix revient. Il reçoit les chefs traditionnels, on parle de paix. Il reçoit, comme l'autre jour, il recevait la délégation de l'Église catholique. Il parle de paix. Mais est-ce que objectivement, ceux-là qui parlent de paix se mettent véritablement dans la posture des gens qui veulent la paix? Moi, j'en doute. C'est pour ça que je continue à dire que je pense de mon point de vue, et ça je salue l'attitude de la population camerounaise qui n'a jamais prêté le flanc à ce jeu. Parce que si on suivait, j'allais dire, le discours incendiaire de certains de nos dirigeants, dont je m'abstiens de prononcer les noms ici, je dis, ce pays aurait pris feu depuis très longtemps. Les Camerounais sont très patients. Les Camerounais, c'est des gens qui aiment leur pays. C'est des gens qui ne peuvent jamais prêter le flanc à ce genre de discours incendiaire. Donc je dis, pour répondre spécifiquement à la question, que de mon point de vue, les gens qui menacent la paix se trouvent du côté des dirigeants. Et c'est ça qui est déplorable. Alors, Edmond Kambia, il faut indiquer que en dehors, cette sortie de International Crisis Group attire quand même l'attention sur un certain nombre de situations qui sont considérées par cette ONG comme étant conflictogènes. Elle évoque, je l'ai indiqué tout à l'heure, le fait que les institutions soient verrouillées, fait allusion par exemple au fait que certaines candidatures aient été rejetées sans fondement légal, fait allusion également à ces arrestations. Et je me souviens que la Nouvelle Expression, cette semaine, a d'ailleurs exhumé une lettre de Célestin Monga, je crois que c'est pendant les années de Braise, et le sentiment qu'on a en parcourant cette lettre, c'est que elle pourrait encore être d'actualité, et je vous en donne quelques extraits pour solliciter votre commentaire là-dessus. Dans ce pays où tous les jours les droits les plus élémentaires de l'homme sont bafoués, où la majorité des gens n'ont pas de quoi vivre alors qu'une petite poignée d'arrivistes se partagent impunément les richesses du pays, de quelle démocratie parlez-vous avec tant d'emphase? À quelle liberté avez-vous conduit ce pays où 98%
de la population humaine vit dans les bidonvilles sans moyen de se soigner, se nourrir correctement, ni même revendiquer leurs droits. Plus loin, quel est cet état de droit où n'importe quel obscur policier peut se permettre d'enlever qui il veut sans avoir des comptes à rendre à personne? Êtes-vous réellement fier de ce Cameroun où le pouvoir judiciaire est à la botte du pouvoir exécutif? Plus loin, il dit, le RDPC a durablement noyauté tous les rouages de l'État, de l'armée, des chefferies traditionnelles, ainsi que toutes les structures locales du pouvoir. Le cadre institutionnel dans lequel fonctionne ce pays est truqué. Je fais une petite digression. En post-scriptum, il écrit « Je vous signale enfin que nous sommes peut-être le seul pays au monde où les lois votées ne sont même pas publiées dans le journal officiel comme le prévoit la Constitution, parce que l'imprimerie nationale, dont c'est la principale attribution, est en état de cessation d'activité. » Est-ce vraiment sérieux? Le titre de l'article, c'était la démocratie truquée. Effectivement. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 35 ans. Vous avez, on n'a pas le sentiment que... On n'a pas le sentiment que ça fait 35 ans. a publié cet article dans le Messager, à l'époque, dirigé par Pius Ndiaye de regrettée mémoire. Nous l'avons publié parce que les faits qu'il dénonce déjà à l'époque sont en réalité encore d'actualité aujourd'hui, 35 ans après. La démocratie truquée. Parce que ce qui s'est passé le 5 août dernier au Conseil constitutionnel rentre dans ce que Célestin Monga avait appelé la démocratie truquée. Et je voudrais inviter le communicant politique du RDPC à la retenue. Parce que dans sa prise de parole tout à l'heure, il s'était lancé, il s'est engagé dans un procès d'intention à l'endroit des militants de certaines formations politiques de l'opposition, à l'endroit également des compatriotes de la diaspora, pour des actes qu'il dit avoir été effectués par des compatriotes de la diaspora et dont il ne peut rapporter la preuve. La basse, c'est bien circonscrit, généralisé pas. J'ai dit, vous ne pouvez pas rapporter la preuve de vos propos. Anti-Sardina, vous ne pouvez pas rapporter la preuve de vos propos. De l'opposition. Parce que chaque fois que la base a été interpellée dans des procès, dans des affaires en justice, et pour les cas que vous avez évoqués, à aucun moment, ils n'ont été déclarés coupables. Je vous le dis. Ça, c'est après investigation. Donc, vous faites un procès d'intention à nos compatriotes de la diaspora et même à ceux de l'intérieur. Parce que vous semblez banaliser, minimiser la portée des arrestations illégales et arbitraires des compatriotes qui voulaient simplement aller suivre les audiences publiques au Conseil constitutionnel. Conformément à la loi, ils ont été non seulement empêchés d'aller suivre ces audiences publiques qui sont ouvertes parce que la loi a prévu que ça doit être ouvert, mais ils ont été interpellés, gardés pendant plusieurs jours, pour certains, avant d'être libérés, et certains, à ce jour, sont devant les tribunaux militaires. Nous ne sommes pas là, dans des conditions normales d'un état de droit, où la loi est violée par ceux qui sont censés la protéger. Je voudrais également dire que la sortie, l'alerte faite par International Crisis Group est très sérieuse. Il faudrait que les dirigeants prennent cela avec beaucoup de gravité. Parce que chaque fois qu'ils ont fait des sorties, c'est sur la base non seulement d'enquêtes, mais des analyses stratégiques sur les situations chrysogènes que nous connaissons au Cameroun et sur les conflits que nous connaissons encore au Cameroun. Parce qu'ils suivent de près l'évolution des crises qui sont devenues des guerres au Cameroun, notamment la crise anglophone qui s'est transformée en guerre en 2017, la guerre contre Boko Haram. Régulièrement, International Crisis Group publie, fait des sorties sur ces questions-là. Et j'ai le sentiment, visiblement, que le gouvernement ne fait pas attention à ces sorties. Et cette alerte qui rentre, où ils évoquent un climat sociopolitique très tendu, en plus des guerres que j'ai évoquées tantôt, montre à suffisance que la situation
est périlleuse au Cameroun à quelques mois de l'élection présidentielle. Mais quand ils disent que sans geste fort d'apaisement, le pays pourrait plonger dans une instabilité. Quels peuvent être ces gestes forts attendus peut-être du pouvoir ou du gouvernement pour éviter justement qu'on rentre dans cet engrenage que tout le monde redoute? Je pense que le minimum, c'est de laisser les Camerounais s'exprimer librement, partout où ils se trouvent, à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion sont consacrées par la Constitution du 18 janvier 1996. Il ne faudrait pas que les restrictions que l'on observe au niveau des droits et libertés des Camerounais continuent. Il ne faudrait pas que les menaces et les intimidations de certains membres du gouvernement qui traitent des Camerounais de condiments continuent. Parce que ça, ce sont des situations qui renforcent la tension, qui renforcent les crises et donnent lieu à des situations qui peuvent s'avérer demain incontrôlables. Et il faudrait donc que les partis politiques de l'opposition puissent régulièrement organiser leurs manifestations publiques, puissent se réunir quand ils le désirent, ce qui n'est pas le cas depuis plusieurs années. Les partis politiques ne peuvent plus aujourd'hui déposer un récépissé pour une manifestation publique et que le sous-préfet accepte. Et dans les cas rares où le sous-préfet a accepté, quelques heures après, ou à la veille, ou au début de l'événement, on constate que le même sous-préfet a rapporté son récépissé. C'est très grave. C'est-à-dire les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile ne peuvent plus fonctionner normalement. Nous connaissons la situation du REDAC, où les locaux sont fermés depuis plusieurs mois. Or, officiellement, le MINAT avait fait fermer cette structure pour 3 mois. Ça fait combien de mois aujourd'hui l'affaire en justice? Des situations comme celle-là ne rassurent pas les citoyens, ne rassurent pas les organisations de la société civile, ne rassurent pas les partis politiques, ne rassurent pas les pays amis sur le fait que le Cameroun est un état de droit tel que proclamé par ceux qui nous gouvernent. Le Cameroun, à travers tous ces actes où les droits de l'homme sont systématiquement violés, où des citoyens, pour avoir fait des dénonciations et effectué des marches pacifiques, depuis 5 ans, se retrouvent en prison. Je pense à Pascal Zamboué, Bibou Nissa, Fogué, beaucoup de leurs camarades, mais aussi nos compatriotes anglophones, qui sont encore en prison, dont certains n'ont pas encore été jugés. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Vous posez la question de savoir des actes d'apaisement. Je l'ai dit tantôt, d'abord il faut respecter la loi. Que les autorités administratives respectent la loi. En ce qui concerne les partis politiques, en ce qui concerne les associations, en ce qui concerne le fonctionnement normal de la presse. Parce qu'il y a quelques temps, quelques semaines, un média de la place, STV, pour le citer, il y a une émission de STV qui a été assiégée. L'immeuble a été assiégé par un sous-préfet et des policiers pour empêcher la tenue d'une émission. Alors que c'est interdit par la loi. Les lieux de production des émissions ne doivent pas faire l'objet de sièges des forces de police ou de la gendarmerie. La loi a été violée dans ce cadre. Comment voulez-vous que le Cameroun soit considéré comme un état de droit lorsque les médias ne peuvent pas exercer normalement leur métier? Ou des exemples comme celui que je viens de vous citer montrent que nous sommes en train de plonger dans l'abîme. Nous reculons plus de 50 ans en arrière. Je dis bien plus de 50 ans en arrière. Et je voudrais dire ici que parmi les gestes d'apaisement qu'il convient de faire de la part du gouvernement, il faut libérer systématiquement tous nos compatriotes anglophones qui ont été interpellés de manière injuste dans la crise anglophone. Il faut libérer tous les
militants du MNC qui ont été injustement, arbitrairement arrêtés, jugés devant les tribunaux militaires pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Insurrection, révolution. Mais ma foi, dans quel pays nous trouvons-nous? Sommes-nous encore dans un état de droit où des marches pacifiques sont jugées devant des tribunaux militaires? Et si ça continue ainsi, moi je vais vous dire une chose. Il ne peut pas avoir la paix dans l'injustice. Il ne peut pas avoir la paix dans le déni de justice. Il ne peut pas avoir la paix lorsque ceux qui sont censés protéger les citoyens et leurs biens sont ceux-là même qui créent les conditions de l'impossibilité pour la paix. Une paix réelle et durable de s'établir et permettre aux citoyens de vaquer normalement à leurs occupations et d'aller vers une élection qui était censée être crédible. Je dis une élection présidentielle qui était censée être crédible, transparente et régulière. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que l'élection présidentielle d'octobre 2021 soit crédible, transparente et régulière. Alors, on parle de la paix. Il faut rappeler que Simon Serge Kakak, ce mot paix est revenu longuement dans le discours de Monseigneur Paul Lontikene. Il faut rappeler qu'il a fait l'actualité en fin de semaine, puisqu'il a organisé une marche. Et au bout de la marche, il y a eu une messe et une homélie très courue, très écoutée, où il a indiqué, il a parlé de la paix. Le chemin de la paix est la vérité. Ce n'est pas par le Boudinex ou par le shérif, ce n'est pas par la richesse. La paix protège le peuple. Non, le peuple protège la paix et la paix protège le peuple. Parlons justement de l'évêque, des évêques, ils ont été reçus aussi au palais de l'Unité. Et cette semaine, des évêques et des chefs traditionnels. Il faut rappeler que les évêques étaient attendus le mardi. On ne les a pas vus. Le mercredi, c'est le comité permanent de la conférence épiscopale nationale constitué de quelques évêques qui sont allés rencontrer le SGPR. Et ça a provoqué une polémique. Le journal Émergence a d'ailleurs conclu que l'Église catholique se dédie et que pour lui, c'était une sorte de soutien que les évêques apportaient ainsi à la candidature de Paul Biya, pour reprendre un peu le refrain qu'on enregistre très souvent au terme de ces consultations-là. Est-ce que vous avez le sentiment, comme ceux-là, que l'Église est incohérente? Non, 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 je vais répondre par la négative. L'Église catholique n'est pas incohérente. L'Église catholique n'a jamais fonctionné dans l'unanimité. L'unanimité a toujours existé dans le fonctionnement de l'Église catholique romaine qui est au Cameroun. Vous comprenez? Lorsque vous revenez, parce que là, il faut convoquer l'histoire pour comprendre la situation actuelle. Vous vous souvenez même qu'avant notre indépendance en 1960, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, le premier prélat camerounais à connaître son ordination épiscopale s'appelait Paul Etoga. C'était le 3 juillet 1955. Il a été élevé à la charge d'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Yaoundé. Cette nomination, bien cette élévation, le prédisposait à remplacer l'archevêque de Yaoundé, le pot qui était de nationalité française, qu'on appelait René Graffin. Mais curieusement, cet évêque, Paul Etoga, est resté 6 ans pour être nommé à une charge épiscopale. 6 ans. Et c'est en 1961 qu'on le nomme plutôt évêque de Mbalmayo. Pour nommer plutôt le nouvellement élevé au grade d'évêque, Monseigneur Jean Zoa, pour le nommer plutôt archevêque de Yaoundé. Déjà, il y avait déjà 2 sons dissonants dans l'église catholique. Jean Zoa, Monseigneur Jean Zoa et Monseigneur Paul Etoga ne se disaient même pas bonjour. Et puis moi je vais vous dire quelque chose, c'est l'histoire, c'est un fait. J'étais à l'époque avocat stagiaire.